En 3 mots, c'est difficile, mais je vais dire de faire très attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur ce marché, et de vraiment prendre le temps de comprendre et de ne pas jouer avec des montants qu'on ne peut pas se permettre de perdre, tout simplement. Ça s'appelle l'allocation de risque. Je suis un trader et je fais des investissements dans tout ce qui est blockchain, stock, commodités et start-up. J'ai décidé d'être anonyme parce que j'ai pas spécialement envie que les gens sachent ce que je fais ni comment je gagne ma vie. C'est quelque chose qui est relativement important avec moi. C'est en partie pour ça que j'ai été intéressé par tout ce qui était l'écosystème des cryptos et des blockchains. C'est un petit peu bizarre, mais quand j'étais plus jeune, j'ai découvert le Bitcoin. Je pense que c'était en 2011, en utilisant Silk Road. Silk Road, en gros, c'était une plateforme peer-to-peer c'était une marketplace, en fait, peer-to-peer, qui permet d'acheter tout et rien. Malheureusement, il y a eu des abus. On pouvait acheter des armes, des drogues, des gens et un petit peu de tout. J'ai acheté que des drogues et ça me faisait beaucoup rire. J'étais encore à l'école à ce moment-là. J'ai pas poursuivi et malheureusement pour moi, en fait, je suis re-rentré en crypto qu'à partir de l'ICO d'Ethereum en août 2014, quand un ami m'a vraiment poussé à rentrer dedans. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai regardé ça sur le côté, sans vraiment m'y intéresser. Je faisais beaucoup de trading de stock à l'époque et je suis rentré sérieusement dedans avec plus de capital et plus de détermination fin 2016, septembre 2016 pour être plus exact. Et depuis, c'est un petit peu comme ça que je gagne ma vie, que j'ai payé mes études, que je paye mon loyer, que je fais un petit peu tout. C'est une très bonne façon de le dire. Oui, je fais partie de ces heureux idiots qui ont participé à cet énorme Ponzi qu'est le Bitcoin. Je dis Ponzi, mais en réalité c'est un petit peu différent. C'est même pour ça qu'on a changé le terme Ponzi, que maintenant on appelle ça des Nakamoto Schemes. C'est parce que toutes les personnes qui ont rejoint en fait cette folie très tôt sont vraiment très fortement enrichies. Et voilà. Les premières façons, on va dire mes premières altercations avec Bitcoin se sont retrouvées assez fructueuses et j'ai trouvé ça vachement intéressant. D'un point de vue surtout éthique, parce que le concept d'un or digital est surtout en fait à la base d'une monnaie qui pouvait être utilisée par n'importe quel pays, surtout pour les pays du tiers-monde en fait, parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir des marchés assez liquides et ils allaient devoir se rebaser sur des monnaies de la même façon en fait que l'euro s'est créé pour protéger les pays de l'Union européenne face au dollar ou à d'autres monnaies de plus grands pays. On a réalisé très rapidement que Bitcoin n'allait jamais réaliser ce rêve. C'est mon point de vue, c'est très subjectif je pense. Mais moi je suis principalement intéressé dans Bitcoin parce que c'est ce qu'on appelle un store of value. Donc c'est un asset qui a une supply qui est complètement limitée et c'est intéressant dans le point de vue qu'on va appeler ça de l'or digital et que contrairement donc à l'or digital, comme sa supply est limitée, son prix est supposé en fait augmenter progressivement au fur et à mesure du temps parce qu'on va bientôt s'arrêter en minet. Alors moi c'est un petit peu particulier, je fais du trading depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé avec tout ce qui est stock, forex et commo, principalement de l'or et du pétrole. Je suis rentré dans les cryptos parce que c'est des actifs très très particuliers. C'est très illiquide donc il y a vraiment des mouvements de marché qui sont très forts et ça peut effectivement rapporter énormément d'argent et on peut également perdre énormément très rapidement de cette manière-là. Donc même maintenant, donc en 2020, je continue à trader des stocks et de la commo parce que je ne vais pas mettre les mêmes montants sur des altcoins que sur des stocks que je connais en fait, ou alors sur des trades sur l'or ou sur le pétrole, parce que je sais ce que je fais et que c'est vraiment des marchés qui sont beaucoup plus liquides et donc très différents. Donc vraiment, je continue à trader des cryptos parce que c'est marrant. C'est un écosystème tech et moi je bosse dans la tech en fait, j'investis dans des startups. C'est mon métier et c'est ce dont j'ai envie de faire en fait dans la vie. Et donc c'est super intéressant parce que ça démontre en fait plein de nouvelles trends avant qu'elles surfassent sur d'autres marchés. Par exemple, l'importance des communautés, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les startups de nos jours. Et il y a énormément de startups en fait dans les marchés des e-commerce et des digital media qui s'axent vraiment qui commencent vraiment à se développer sur cette branche et sur cet axe de la valeur en fait ajoutée que le customer peut avoir en fait sur la boîte. Surtout quand il devient un prosumer et qu'il a une partie prenante presque au gain de la boîte, donc ça va se rapprocher de tout ce que
On imaginait en fait à la base en créant des tokens, mais bon, on n'en a pas vraiment besoin de ces tokens-là en réalité pour faire ça. Et donc voilà, avec les cryptos, on a appris plein de choses et on a aussi gagné beaucoup d'argent. C'est surtout pour ça qu'on est là. Alors ouais, alors il y a deux choses. C'est tout d'abord, moi je suis dans le Bitcoin donc par, on va dire, principe éthique. C'est un truc que je considère comme étant super important pour notre futur, vu qu'on bouge vers une société qui est très digitale. Et c'est un asset qui, pour moi, a vraiment une valeur fondamentale qui est beaucoup plus élevée que celle d'aujourd'hui, donc j'en accumule. Mais les cryptos, faut surtout garder en tête qu'il n'y a pas beaucoup d'assets, enfin il n'y a pas beaucoup de tokens qui ont une vraie valeur. Il va vraiment y avoir le Bitcoin et l'Ethereum. Le reste, moi, je considère pas que c'est des projets avec des fondamentaux très solides. Et donc ils n'ont pas une durée de vie qui sera pérenne. Je pense que la majorité de ces projets, on peut les regarder tous les ans en fait. Ils vont vivre leur vie, leur hype, et puis après ils vont mourir très progressivement. On peut citer des projets comme Tron par exemple, qui ont fait je pense des fois 50 et des fois 100 à l'époque, mais qui maintenant on réalise très simplement que c'est un copy-paste d'Ethereum qui a aucune différence, et le founder Justin Sun a beau être très connu, il apporte pas grand chose en fait à l'écosystème. On va dire peut-être en termes d'adoption, mais en termes technologiques, c'est pas très intéressant ce qu'ils font. Et donc c'est un projet qui va disparaître par la suite. Et c'est pour ça que les cryptos, surtout les altcoins, je vais les trader et je vais pas considérer que je vais mettre mon argent dessus pour plus de quelques mois, voire quelques semaines, souvent même quelques jours, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. La majorité de ces projets en fait sont créés par des équipes qui sont en réalité très malheureusement pas compétentes. C'est un truc qu'on réalise, c'est la grande différence en fait entre l'écosystème des entrepreneurs de start-up et des cryptos. C'est que les entrepreneurs start-up, et donc qui évoluent vraiment dans un monde qui n'est pas du tout lié à l'anonymat, qui n'est pas du tout lié à des marchés qui sont liquides, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas revendre leurs actions très rapidement. Ils sont vraiment là pour le long run. Ils veulent vraiment créer une boîte qui va faire quelque chose, qui va apporter de la valeur, alors qu'en crypto, c'est très facile de créer un projet et de se barrer en fait tout simplement quand on n'en a plus envie. On a un très très bon exemple qui va être le créateur de Litecoin qui exit, donc c'est Charlie Lee si je me trompe pas, qui exit Litecoin presque au top de la bulle de 2017. Et jamais le fondateur d'une startup pourrait faire ça, ou même le fondateur d'une boîte pourrait faire ça, parce que les actionnaires diraient juste, c'est qui ce guignol, on le vire, on n'en veut plus. Et surtout qu'il perdrait tout son pouvoir de vote, et ça c'est le gros problème en fait avec l'écosystème des cryptos, c'est que il n'y a pas d'incentive pour que les founders restent très 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 longtemps. Surtout si c'est des tokens en fait, quand c'est des actions, ça va être différent. Ça dépend, je fais beaucoup d'intraday, donc en fait il faut comprendre que moi je fais beaucoup de différents types de trading, je fais un petit peu tout ce qui m'amuse et tout ce qui me plaît. Alors en crypto, je fais beaucoup de trading avec du levier sur des plateformes que BitMEX et FTX, parce que ça c'est très marrant, et ça augmente vraiment la volatilité, donc les gains comme les pertes qu'on peut avoir. Et quand je trade, je suis quelqu'un qui a une méthodologie de trading qui est assez stoïque en fait. Quand j'ouvre une position, c'est simple, j'ai un prix d'entrée, un stop loss et une target. En général, j'ai 3 targets et toujours je laisse quelque chose au cas où ça dépasse toutes mes attentes, mais c'est très rarement ce qui se passe. Et donc, je trade en fait en intraday souvent sur du H4 en fait principalement. Bon, c'est pas vraiment de l'intraday au final, ça va être sur des périodes de 2 à 3-4 jours max sur BitMEX et FTX. Et puis sinon, je fais aussi pas mal de swing. Mais ça, en crypto, c'est un petit peu plus différent de parler de swing à proprement parler, parce que le swing, si on veut parler de swing en stock, on va parler de plusieurs mois, alors qu'en crypto, si je fais un swing en tant que tel, c'est parce que j'ai investi dans le projet, dans la pré-seed, la seed, ou quand ils sont vraiment pré-ICO, et je vais toujours faire en sorte d'investir dans un deal avant que ça touche le public. Et là, dans ce cas-là, comme mes tokens vont être coincés, parce qu'en général, je vais pas investir dans des projets dans lesquels je crois pas du tout. En fait, je suis je suis ok avec l'idée de faire un swing, mais sinon, c'est très 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 rare que j'en fasse. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que j'ai raté pas mal des plus gros pumps qu'on a vu cette année à cause de ça. Par exemple, un exemple qui est super bête, c'est AV, qui est une très très chouette boîte qui a vraiment relancé toute la vague de la DeFi. C'est une boîte dans laquelle j'ai fait l'ICO en fait en 2017, ça s'appelait Headland. J'étais très content à l'époque, j'avais fait une très belle performance dessus, donc ça m'a pas dérangé de les revendre. Mais quand j'ai racheté AV,
je crois que j'ai dû faire x4 ou x5 sur mon invest. Et puis j'ai revendu en fait tout ce que j'avais. Enfin, tout. J'avais peut-être 5% de ce que j'avais mis à la base qui est resté. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça a dû faire presque x50 ou x60 sur mon investissement initial. Et ça aurait été plus sympa de le garder. Mais bon, chacun ses trucs. Du profit, c'est du profit. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je reste stoïque. Je sais pourquoi j'ai eu raison sur mon trade. Je sais pourquoi j'ai accepté de prendre mon profit et de pas rester sur cette position. Et ça me dérange pas plus que ça, quoi. Non, moi j'ai créé mes propres indicateurs. En fait, c'est pour ça que je parle d'un truc qui s'appelle des order blocks. C'est pas un truc que j'ai créé, mais je l'ai adapté à ma façon de voir un marché. Et c'est ce que tout bon trader fait en réalité. C'est vraiment de l'analyse technique pure. La différence entre l'analyse technique et des signaux, c'est que l'analyse technique se base sur de la data qui est primaire, donc ça va vraiment être le chart. Alors que les signaux, ça va être de la data secondaire. C'est de la data qui relaye en fait sur le chart. Et les signaux, c'est intéressant seulement si on utilise des bots. Et encore, j'ai pas encore vu un bot qui était meilleur que moi sur le long terme. Donc j'ai pas l'intérêt à m'en servir. Après, c'est une méthodologie qui est intéressante sur d'autres marchés. Par exemple, sur tout ce qui est Como ou Forex, c'est sympa en fait le bot. Mais je suis pas en faveur de ça en crypto. Je pense que les gens qui dépensent de l'argent là-dedans, en général, soit ils savent ce qu'ils font et ils ont pas le temps de trader, soit ils savent pas ce qu'ils font et ils espèrent faire de l'argent en investissant dans une solution facile et ils sont complètement à voir parce que en général, ils ont pas la taille d'un portfolio nécessaire pour que ça leur apporte vraiment de l'argent. Soit le bot, s'ils ont de la chance, le bot est bon, mais ça c'est très rare. Et soit, comme j'allais dire, le bot est pas bon et il y a un gros mouvement de marché et ils se font complètement descendre en fait. Parce que la majorité de ces bots, c'est des trucs qui sont super lambda, ça va juste dire, voilà, il y a le prix du marché, on va vendre quand c'est à 2% dessus, on va vendre quand c'est à 2% en dessous, et ils vont définir le prix du marché par une moyenne en fait qui va être mobile en fait. Et ça va être des trucs qui sont assez lambda, ce qu'on va appeler des bots de scalping ou des gunbots. Et c'est pas dingue. Après, il y a des vrais bots qui fonctionnent très bien, mais il faut être prêt à mettre le prix. Alors quand on trouve un trader qui est meilleur que soi et qui a développé un bot, ça s'est arrivé il y a pas trop longtemps, le prix qu'il fallait mettre était gigantesque et les sécurités légales autour étaient inexistantes, donc j'ai dit non. Ça c'est la grande réalité des choses, on n'aura jamais accès au code, parce que le code en fait c'est ce qui rend le bot intéressant. Et c'est là où il va y avoir toute la technique du trader et donc c'est pas en crypto qu'on va trouver des très très bons trucs. Je pense qu'il y a une boîte à Paris qui fait ça pourtant, Napoléon X, qui avait fait une ICO en 2017. Je sais pas comment ça se passe maintenant pour eux, je pense que c'est plus très actuel. Mais eux, ça peut être... eux avaient des bons retours de ce que j'avais entendu. Alors c'est un petit peu compliqué en fait parce que le trading c'est quelque chose qui est très personnel en réalité et je pense qu'il n'y a pas une solution unique. C'est vraiment une question d'expérience et donc c'est pour ça que je veux vraiment mettre un point sur le fait que moi ça va faire 7 ans que je trade et la finance c'est pas quelque chose que j'ai fait dans mes études mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça donne une certaine liberté de faire tout ce qu'on veut par la suite. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que j'ai investi dans des choses que je comprends, principalement. La blockchain et la crypto, je suis dedans depuis quand même très longtemps. Tout ce qui est en train de se passer sur le marché, aujourd'hui en 2020, je sais ce que c'est, je sais coder, je sais lire du code. C'est pas trop un souci, même si je suis pas le meilleur codeur du monde. Je comprends les mécanismes derrière. C'est la même chose pour les stocks. En général, dans le marché des stocks, j'investis que dans des boîtes qui sont tech, voire souvent des SAS. Des SaaS, parce que je sais ce que c'est et je comprends les métriques qui sont derrière. Ça va être les premières choses sur la partie fondamentale. Je sais reconnaître un projet quand il est bon et je sais reconnaître un projet quand il est mauvais. Un truc qu'il faut garder en tête en crypto, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont vraiment exécrables. C'est des équipes qui savent rien faire de doigts et qui copient des trucs et qui les volent tout simplement, comme tout ce qu'on a pu voir là avec les emoji coins cet été. C'était complètement ridicule et beaucoup de gens ont gagné de l'argent, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. C'était vraiment arrivé au casino et c'était le jeu de la patate chaude. C'est le premier qui sort, le premier qui entre gagne beaucoup d'argent. Le dernier, c'est lui qui achète en fait, qui donne la liquidité pour sortir. Sur la deuxième chose, moi je me base surtout sur de l'analyse technique en fait, surtout en fait en forex, en Como et en crypto. Étrangement, ça marche aussi maintenant dans les stocks et je vais expliquer c'est pourquoi. Donc l'analyse technique, c'est
une méthode en fait de trading qui est principalement basée sur deux concepts. Le premier, ça va être que le marché va refléter au moins 80 voire 90% de toutes les informations qui sont disponibles en fait à tout trader et tout investisseur. Et donc on va avoir un prix qui est qui va représenter en fait la valeur financière de la boîte, mais qui va également prendre en compte la valeur émotionnelle qu'on a dans cette boîte. Et donc je parlais des stocks et je vais donner un exemple qui est super simple, c'est Tesla. Tesla, c'est une boîte géniale. Elon Musk, c'est un très bon entrepreneur. J'ai fait beaucoup d'argent dessus entre 2019 et 2020. Pour la simple et bonne raison qu'en 2019, Tesla, c'était la boîte la plus shortée au monde. Et étrangement, la boîte est passée de 200... je crois que moi, quand je suis rentré dedans, en septembre, en octobre, on était dans les 200-250 dollars par share. Et on est monté avant le gros dump qu'il y a eu en février, je pense à 1200 ou 1400, ou aux alentours de 1000, je me rappelle plus trop, et puis on est retombé dans les 400. Puis après on a redécollé pour arriver vers 2000, et on a touché, je pense 2000, je suis même plus certain. Et ça, c'est une boîte en fait qui en tant que telle n'a pas de data financière qui peut justifier cette valorisation. Mais quand on regardait par exemple les indicateurs et qu'on plaçait correctement, on va dire, ces lignes de Fibonacci, en fait on pouvait trouver des moments où il y allait avoir des pullbacks, il y a des moments où il fallait prendre du profit, etc. parce que ça avait plus de sens. Et donc, je mélangeais ça, en fait, avec des réacteurs émotionnels qui vont être des gros chiffres. Par exemple, Tesla, quand ça atteint les 1000 $, en fait, dans la tête de l'investisseur moyen ou du trader moyen, 1000 $, c'est un gros chiffre, il sait pas ce que c'est la vraie valorisation de Tesla, il comprend pas ce qu'il y a derrière, donc il revend. Et puis quand ça touche 2000, c'est la même chose, surtout qu'à partir d'un moment, ça a vraiment plus de sens. Et en crypto, c'est exactement la même chose en fait. Bitcoin par exemple, en réalité, on parle toujours de 20 000, mais 20 000 $, je suis même pas certain qu'on les ait un jour touchés, on est arrivé pas loin. Là, on est en train d'osciller à 10 000 $, qui est quand même un très très bon niveau. Et donc quand on trade du Bitcoin ou du Forex ou de la Como, là on va partir vraiment sur du trading qui va pouvoir se faire vraiment sur de l'analyse pure du chart. Et donc là on va regarder ce qu'on appelle en anglais les candles ou les bougies en fait. Et les bougies, elles vont nous donner en fait ce qu'on appelle des zones de liquidité ou alors des traumas que l'asset a vécu. Ces traumas en fait, ça va être des zones dans lesquelles il va y avoir beaucoup de liquidité. Et en fait, sur base de ça, en fait, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des order blocks. En fait, les order blocks, c'est des pools en fait de liquidité, et c'est des endroits vers lesquels le prix est attiré, tout simplement, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et moi, la technique de trading que j'utilise le plus, que je trade sur du monthly, du weekly, du daily ou du H4, ça va être de la sortie en fait d'order block ou du swing failure, du SFP, c'est du swing failure pattern. Donc une sortie d'order block, c'est en fait quand on a le prix en fait qui sort d'une zone de liquidité, la première chose qui va se passer, c'est le prix va sortir, puis on n'est pas vraiment certain que ça va passer, donc il faut pas passer long ou short en fait quand on sort de cette zone de liquidité, mais il faut passer long ou short en fait quand on vient retoucher cette zone de liquidité et qu'on redécolle. Là en fait on sait que on va avoir un trade qui va avoir un ratio de succès qui va être quand même relativement élevé. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir documenter en fait. Et ça, c'est la partie un petit peu plus chiante du trading, mais qui est pourtant la plus importante. C'est le trading, c'est quelque chose qui est très, c'est pas amusant en réalité. C'est quelque chose de très, c'est amusant parce qu'on gagne de l'argent, mais je veux dire, c'est très stoïque, c'est très méthodique. Tout ce qu'on fait, il faut le noter. Quand on fait un trade qui est gagnant, ou quand on fait un trade qu'on ferme, ou quand on fait un trade sur lequel on est perdant, il va falloir expliquer pourquoi on a actionné ce trade, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'avoir un stop loss à tel endroit, une entrée à tel endroit, une exit à tel endroit. Et il faut surtout expliquer pourquoi on a réussi et pourquoi on a foiré. Parfois, il y a effectivement un élément externe qui fait, je sais pas, on pourrait dire, si Binance se fait hacker et que je suis long sur Bitcoin, là, il y a de grandes chances que je me fasse avoir, quoi. Et ça chute. Et là, sur le coup, si je me fais défoncer, c'est pas spécialement de ma faute. Et donc là, j'aurais un élément externe en fait qui peut justifier mon échec, mais c'est très très rare en réalité ce genre de choses. Non, ça sert un peu à rien en fait. Le truc avec les order books, c'est on a le droit en fait de mettre des ordres qui sont cachés. C'est sur la majorité des exchanges en fait. Donc c'est pas un truc sur lequel il faut se baser en réalité. Et même en général, j'ai envie de dire, les exchanges jouent aussi et ont des market makers et c'est pas sur quoi je vais me baser, quoi.
Si on se base, à partir du moment où un trader se base là-dessus, c'est qu'il y a un souci dans ce qu'il fait, quoi. Il peut vraiment se poser des questions parce que c'est pas bon. Ça va dépendre du marché. En crypto, je pense que j'ai un bon taux de réussite. Et un bon taux, ça va sembler étrange. Mais je pense que je fais 40% de trades qui sont positifs. On va dire 40%, ça à 50%, ça n'a pas de sens. Mais le truc qui est intéressant, en fait, c'est qu'un bon trader, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans le bon, mais c'est quelqu'un qui sait correctement allouer son risque. Dans le sens où quand j'ouvre un trade, en fait, je sais ce que je suis prêt à perdre, que j'investisse en fait sur une position qui va avoir un levier, ou sur un shitcoin, ou sur un coin qui va avoir une capitalisation un peu plus élevée, ou même un projet en seed ou en pré-seed. Quand j'investis dessus, en fait, je sais combien je vais perdre dans le pire des cas, et si je perds, c'est pas un très grand problème. Ça va dépendre de mon humeur en général. Je réinvestis souvent ce que je gagne, mais après j'ai des portfolios différents par marché. J'ai un portfolio pour les stocks, j'ai un portfolio pour les comos, j'ai un portfolio pour le forex, pour la crypto, et même dans la crypto en fait je l'ai divisé. J'ai un portfolio donc de hold long terme de Bitcoin uniquement. Alors là, on peut dire que je l'ai un petit peu changé parce que j'ai acheté beaucoup d'Ethereum. Je pense que c'était en avril ou en mai. J'ai très bien géré mon coup, en fait, j'ai plus ou moins bien timé presque le bottom du marché. Ça descendu un petit peu en dessous de ma position, mais pendant très peu de temps, et là je crois que je suis à presque x2 dessus, voire un peu plus. Mais sinon, j'ai un portfolio qui va être axé margin trading, il y a un portfolio qui va être axé défi, il y a un portfolio qui va être axé investissement, pré-seed, seed, donc ICO en fait. Quand ces portfolios atteignent une certaine taille, je déverse cet argent soit dans mon portfolio long terme, soit je le sors pour le mettre en stock, en commo, soit je le sors pour payer mon loyer ou ma vie ou des vacances, quoi. Alors c'est un petit peu un doux rêve, je l'espère pour tout le monde, mais c'est très clairement un doux rêve. Déjà acheter une Lambo, je pense que c'est complètement con. C'est pas quelque chose que je ferais vu que les voitures c'est des assets qui perdent en valeur tous les ans, si c'est pas des ancêtres. C'est un truc qui peut être fait, mais c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Le trading c'est vraiment une question de rigueur, c'est une question de travail, c'est des heures et des heures passées dessus. Et la crypto en réalité c'est un marché qui est cool parce que les gens ont déconstruit tout ce vocabulaire d'enfoiré qu'on a dans les milieux financiers traditionnels qui rendent les choses super complexes. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. On va pouvoir commencer de rien et apprendre tout en fait en finance comme ça. Mais après, ça va effectivement être des milliers et des milliers d'heures de travail avant de vraiment faire de l'argent et de le mériter. Parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'en crypto, même si on fait un x10, un x20 sur sa mise, c'est pas pour autant qu'on a compris tout ce qui se passait. Et je peux le dire, en 2016, en 2017, j'ai fait des superbes trades sans vraiment savoir ce qui se passait, sans vraiment tout comprendre, parce que j'étais trop jeune, je comprenais pas assez la finance ou même la technologie qui était derrière. Et heureusement, j'ai eu la chance de pas être trop greedy et j'ai revendu en fait sans espérer que ça continue à monter. Mais faut pas oublier que même à ce moment-là, quand je faisais ça, j'étais presque full time dessus. En fait, je venais de finir mes études, je montais une boîte sur le côté. Et donc moi et mon partenaire, on avait gagné de l'argent en crypto et donc on faisait de l'argent en crypto et c'est avec cet argent-là en fait qu'on montait notre boîte. Alors là, on rentre dans un sujet qui est super intéressant, je trouve. C'est les groupes. Moi, je fais partie d'un groupe d'une communauté privée. Les groupes publics, ça m'a un petit peu saoulé parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup trop de gens. Du coup, nous, on est une communauté privée donc de francophones qui trade, qui est assez sympa. C'est un groupe WhatsApp, par contre, parce qu'on veut limiter spécifiquement les gens qui sont dessus, et même les gens qui connaissent rien en crypto, sont des gens qui sont relativement intéressants dans la vie de tous les jours. C'est pas quelqu'un qui est complètement lambda non plus. Mais les groupes privés, en fait, en crypto, c'est un très gros sujet et c'est très intéressant parce que la crypto, c'est un marché qui est pas vraiment régulé. Et il y a énormément d'insider trading. Tout simplement, en fait, c'est à ça que ça sert. Des gens qui bossent dans la majorité des projets vont faire des annonces, en fait, sur tout ce qui va se passer avant que le marché le sache et on peut prendre des positions sur base de ça. Et du coup, les groupes privés, c'est quand on est avec des gens qui sont dans ce milieu depuis longtemps, c'est très pratique. Moi, j'ai pas de technique. En fait, je suis dedans depuis tellement longtemps que j'ai beaucoup d'amis qui bossent dans cette industrie. C'est aussi l'industrie qui me fascine, parce que les gens qui travaillent dedans, en général, sont très intelligents, je trouve. Parce que refaire un système financier, c'est pas quelque chose qui peut se faire très facilement. Et donc, les gens qui travaillent là-dedans
ont des capacités et ont une compréhension qui est relativement énorme vis-à-vis de points de vue économiques, philosophiques ou politiques et purement financiers également, que ça rend le truc super intéressant. Donc il y a des conversations qui peuvent partir dans tous les sens, qui restent très cool. Donc ça rentre vraiment avec l'éthos de personne que je suis. Ensuite, ces groupes-là, je pense que c'est un peu difficile d'en pénétrer, des groupes privés, si on est complètement un outsider, c'est presque impossible. La seule façon de le faire, en fait, c'est d'être actif, en fait, et de rentrer dans ce monde, mais presque d'un point de vue professionnel. Donc, il faut interagir avec ces acteurs de manière super régulière, presque journalière, en fait, pour rencontrer des gens qui sont intéressants, en fait, et qui ont notre niveau de connaissance. Et le souci, ça va être là-dessus, ça va être le niveau de connaissance, en fait. Quand on arrive et qu'on ne connaît rien, ça va être assez difficile d'être invité dans des groupes qui sont vraiment, qui valent le coup, en fait. Et ça, ça c'est la dure réalité des choses. The Country Tribune.